Pour assurer solidement l'avenir de nos institutions, il faut apporter un supplément d'adhésion, de légitimité populaire à la République. Et pour tenter de dissiper le malaise, les tensions de notre société et accroître la valeur des relations humaines, il faut apporter aussi un supplément d'âme à la France. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais m'adresser franchement, simplement, aux travailleurs et aux personnes âgées de notre pays. Aux travailleurs d'abord, en leur disant à quel point je suis convaincu de réhabiliter la réputation du travail manuel dans notre société, et notamment auprès des familles et de la jeunesse. Grâce au développement de l'enseignement alterné dans nos écoles, tantôt enseignement théorique de connaissances générales dans les classes, tantôt enseignement pratique dispensé dans les ateliers, dans les bureaux, dans les usines, pour les jeunes, afin de les préparer à choisir un métier ou une profession, tout en leur dispensant, dans l'âge normal de leur scolarité, la culture générale apte à leur faire comprendre le métier qu'ils choisiront. Le jeune russe, le jeune allemand, le jeune anglais sont confrontés dès le premier cycle des études secondaires avec les réalités industrielles, les réalités technologiques de l'artisanat. En France, grâce au préapprentissage que j'ai pu faire triompher dans le cadre de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, et grâce à des séries de stages qui se développeraient de l'enseignement du second degré jusqu'à l'enseignement supérieur, nous pouvons et nous devons rendre au code bleu le même prestige que celui des cols blancs dans ce pays. D'autre part, il faut aussi rémunérer mieux et mieux considérer les métiers manuels les plus difficiles. Celui du simple cantonnier, de l'éboueur, du terrassier, du ferrailleur boiseur de nos chantiers du bâtiment, du mineur, de telle façon que grâce à de meilleures conditions de travail et de rémunération, nous puissions limiter les effets de l'immigration étrangère dans notre pays et établir un juste équilibre entre des travailleurs étrangers que nous devons intégrer humainement dans notre société, eux-mêmes et leurs familles, et les travailleurs français qui doivent obtenir de la société l'effort de rémunération qu'entraîne leur véritable peine. En troisième lieu, un corps de spécialistes des conditions du travail devrait être créé en France pour doubler le corps des inspecteurs du travail afin de permettre d'améliorer les cadences, l'environnement, les conditions de bruit, les conditions d'activité et de disposition du matériel et des machines, qui marquent soit le caractère médiocre du travail, soit au contraire les possibilités que l'on a de s'attacher profondément à son travail et de faire corps avec lui. Car la pire des aliénations, c'est de confondre le travail avec une simple tâche et de ne pas révéler à travers lui les capacités de créativité de chacune et de chacun d'entre vous. C'est cela, la véritable aliénation du travailleur, soit à l'automatisme, soit à un contact médiocre avec la matière. En second lieu, après avoir perfectionné les équilibres du travail, il faut que de nouveaux contrats honnêtes, clairs, soient passés entre les dirigeants des entreprises, les cadres, supérieurs ou moyens, et
les ouvriers, les employés qui animent ces entreprises de toute la force de leur travail. Il ne faut pas les faire dans la confusion, ces accords, en dehors même des grandes conventions collectives. Avant chaque année de travail, 3 dispositions essentielles devraient être prises dans le cadre de ces contrats. Tout d'abord, fixer un calendrier des rencontres périodiques entre les employeurs et les personnels, à travers une extension des pouvoirs du comité d'entreprise notamment. Ensuite, il faudrait que, par une connaissance claire, simplifiée du bilan de l'année prévisible, par rapport aux objectifs de production que l'entreprise pourrait se fixer sur plusieurs années, il faut que l'on fixe ensemble le montant des salaires, le montant de l'accroissement du pouvoir d'achat, en fonction des difficultés réelles de l'entreprise, de la répartition de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices et de la notation obligatoire des investissements. En troisième lieu, il faudrait désigner par avance le médiateur qui, en cas de conflit, interviendrait pour éviter les solutions de force, soit une grève prolongée, soit encore le lock-out. Voilà les 3 dispositions essentielles du contrat, qui dépasseraient, et de loin, le simple contrat de louage des services. D'autre part, il faudrait aussi associer de plus en plus profondément les cadres à la direction des affaires, à la condition que les dirigeants soient respectés selon leurs difficultés, selon leurs responsabilités, comme il se doit. Lorsque vient l'âge de la retraite pour les travailleurs, est-il possible qu'ils puissent obtenir un jour des modifications de progrès dans la condition actuelle des retraités? Je pense que oui, d'une manière très sincère. On peut moduler l'âge de la retraite de 65 jusqu'à 60 ans, mais à 2 conditions. D'abord, laisser la liberté du choix aux futurs retraités, selon ses forces, selon ses goûts, certains désirant travailler plus longtemps que d'autres, certains étant victimes d'un travail plus pénible que d'autres. Et la deuxième condition, ne pas déterminer le choix de l'âge de la retraite en fonction seulement du montant de la pension qui est versée. C'est-à-dire qu'il faudrait que plus on diminue l'âge de la retraite, plus le montant de la pension proportionnelle pourrait être amélioré de manière à apporter de véritables ressources aux retraités sans qu'ils soient obligés de cumuler et les effets de sa pension et les effets d'une autre activité. On pourrait le faire par étapes, en fonction même de l'apport de richesse des 21 millions de salariés actifs de France. Quant aux ressources des retraités, j'indique très nettement que je voudrais encourager et protéger l'épargne de prévoyance, permettre à des travailleurs, dans le cadre d'un livret de caisse d'épargne dont le plafond de ressources serait relevé, de passer un contrat avec les caisses d'épargne, avec leurs employeurs, avec l'État, de telle manière que l'argent épargné, et en capital, et avec l'intérêt qu'il rapporte, ne puisse pas être rongé dans son pouvoir de réemploi par la perte régulière de la valeur de la monnaie. L'épargne de prévoyance est le plus sûr soutien d'une retraite anticipée. Mais, en parlant de la retraite, on doit aussi parler d'une nouvelle politique d'intégration des personnes âgées dans ce pays. D'abord, que représentent pour celui qui vous parle les personnes âgées? Elles représentent avant tout le témoignage des valeurs de toute une vie de travail, sens de l'effort, sens de l'honnêteté, sens de la conscience professionnelle,
sens de la fidélité au groupe de travail, à l'entreprise, avec lesquels on a partagé ses peines, mais aussi ses espoirs. Les personnes âgées doivent certes recevoir de la part des pouvoirs publics tous les appuis matériels nécessaires pour améliorer leur niveau de vie. Les pouvoirs publics le font depuis plusieurs années. Il faudrait sans doute le poursuivre et sûrement l'accélérer. Certes, pour les problèmes des soins, pour les problèmes également de l'assistance, notamment en période de maladie, de nouveaux progrès doivent être accomplis et seront accomplis. Mais ce qui dépasse le niveau matériel et ce qui explique que parfois l'ancienne forme de la misère des personnes âgées s'est transformée en misère psychologique, c'est tout simplement de les laisser dans l'isolement. C'est là le fléau que redoutent au fond les personnes âgées. Pour le combattre, il faut les intégrer tout d'abord dans une bonne politique de l'habitat. Multiplier plutôt que des maisons de retraite, des foyers logements dans nos villages, dans nos bourgs, dans les quartiers neufs ou anciens de nos cités, et permettre à celui et à celle qui sentent venir la diminution de leur force physique avec une certaine angoisse, de profiter de la vue de la force physique des autres et de rester dans le mouvement de vie de la collectivité ou de la cité. Encore faudrait-il que ces logements puissent avoir non pas une ou deux pièces, mais 3 pièces, de manière à conserver le maximum de meubles, ces témoins d'une vie entière, et de manière à pouvoir recevoir les petits-enfants. Celui qui vous parle pense profondément qu'une manière de rapprocher les générations et de les faire en quelque sorte communier dans un même idéal de vie, c'est de rapprocher les petits-enfants de leurs grands-parents et d'organiser cette sorte de dialogue émouvant entre l'innocence des petits et la sérénité des anciens. C'est cela qui alimente les capacités de rêve, de sensibilité des enfants, capacités qui préparent, au fond, le caractère réel de l'adulte. Cette politique de l'habitat permettrait ainsi de rendre à nos personnes âgées le sens de leur communication avec le monde extérieur et de briser leur isolement et le sens de leur utilité. Les personnes âgées de notre pays peuvent compter sur ma sollicitude et sur ma volonté dans ce domaine, comme je l'ai montré dans la ville que j'ai l'honneur d'administrer, où une telle politique du logement et de l'intégration sociale a été pratiquée depuis plus de 15 ans. Ainsi, dans notre pays, l'amélioration par des contrats, par un effort d'association, des conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être intéressés à la marche de la France, l'amélioration également de l'intégration des personnes âgées dans nos cités déterminerait de meilleurs équilibres et permettrait ainsi à la République d'approfondir les racines qu'elle a dans notre peuple et qui assurent sa véritable solidité. Cette politique sociale, elle pourrait être appliquée pour vous tous et pour vous toutes qui m'écoutez par un homme nettement indépendant des intérêts financiers, par un homme qui a lui-même des origines populaires, qui connaît bien la vie du peuple de France et qui continue à bien la comprendre et qui est indépendant de tous les partis politiques et de tous les systèmes politiques. Faites-lui l'honneur de le croire, appuyez-le de votre confiance
Vive la République, vive la France.